Parfois, pour comprendre la nature, la meilleure approche n'est pas de l'observer, mais de la recréer de toutes pièces. On va plonger aujourd'hui dans une étude vraiment fascinante qui a utilisé des mondes virtuels pour décortiquer un grand mystère. Comment des comportements de groupe aussi complexes que ceux des oiseaux ou des poissons peuvent-ils apparaître à partir de règles finalement très simples? Bon, tout part d'une question. Une question qui intrigue les biologistes, les penseurs, depuis des siècles. Quand on observe un vol des tourneaux ou un banc de poissons, on est forcément frappé par leur coordination. C'est presque parfait. C'est comme un ballet. On a beau chercher, il n'y a pas de chef d'orchestre. Pas de commandement central qui dit à tout le monde « tournez à gauche maintenant ». Alors comment est-ce que des milliers d'individus arrivent à agir comme s'ils n'étaient qu'un seul corps, changeant de direction en une fraction de seconde, en parfaite synchro? Le secret, en fait, ne se trouve pas dans un individu, mais dans le groupe lui-même. Pour tenter de percer ce mystère, des chercheurs ont une idée assez géniale. Au lieu de se contenter d'observer, ils ont carrément construit un monde numérique. Ils y ont lâché des créatures artificielles, des agents, et ils ont regardé si la vie, même virtuelle, pouvait trouver la solution toute seule. Ok, alors cette idée d'utiliser la vie artificielle comme un laboratoire, c'est un peu comme si on créait une boîte de pétri numérique géante. Ça permet de faire quelque chose d'incroyable, accélérer l'évolution, et observer des phénomènes qui, dans la nature, prendraient des milliers, voire des millions d'années. Et l'outil qu'ils ont utilisé pour ça s'appelle Brève. Pour faire simple, c'est un environnement de simulation en 3D qui permet de définir des agents, de leur donner des règles de base, puis de les regarder interagir, vivre et évoluer en temps réel. C'est vraiment le terrain de jeu idéal pour voir l'évolution en action sous nos yeux. Les chercheurs ont donc lancé 2 grandes expériences. La première, baptisée SwarmEvolve 1.0, était assez encadrée. La seconde, la version 2.0, a donné beaucoup plus de liberté aux agents. Et c'est là, vous allez voir, que les choses sont devenues vraiment passionnantes. Allez, on regarde d'abord la première simulation. Elle a révélé un comportement qui est à la fois très étrange et en même temps incroyablement sophistiqué. Alors, les règles de SwarmEvolve 1.0 étaient plutôt simples. Chaque agent se déplaçait en suivant une formule mathématique fixe. L'évolution, elle, pouvait seulement ajuster les paramètres, les chiffres dans cette formule, mais pas la formule elle-même. Et leur seul et unique but, c'était de trouver de la nourriture, représentée par des sources d'énergie jaune, pour survivre et se reproduire. Et assez rapidement, une stratégie a émergé et a tout écrasé. Une des espèces a appris à former un nuage très dense autour d'une source d'énergie, pour bloquer complètement l'accès aux autres. Dans la simulation, on voit très bien les agents bleus qui réussissent à monopoliser la ressource. Mais il y avait un énorme paradoxe. Seuls les quelques agents qui se trouvaient au cœur du nuage consommaient vraiment de l'énergie. Tous les autres, ceux qui formaient la coquille protectrice, et ils ne recevaient rien du tout. En fait, ils mouraient de faim en permanence pour être aussitôt remplacés par de nouveaux membres de leur espèce. La question est, pourquoi? Du point de vue de l'individu, c'est un suicide. Pourquoi une stratégie qui condamne la grande majorité de ses membres à mourir de faim serait-elle la stratégie gagnante? Ça semble aller à l'encontre de toute la logique de l'évolution. Et voilà le déclic. La clé, c'est qu'il ne faut pas raisonner au niveau de l'individu, mais au niveau du groupe. Le nuage tout entier agit comme un seul et même super-organisme. Les agents en périphérie se sacrifient, ils deviennent une sorte de peau protectrice, un organe de défense. Pendant ce temps, les agents au centre, eux, deviennent les organes digestifs et reproducteurs. C'est eux qui assurent la survie du génome de l'espèce. On assiste en direct à l'émergence d'une forme primitive de multicellularité. C'était la première expérience. Maintenant, passons à SwarmEvolve 2.0. L'expérience suivante a levé les contraintes et elle a permis l'émergence d'un comportement peut-être encore plus fascinant, l'altruisme. La grande différence, c'est qu'en version 2.0, les agents ne suivaient plus une formule rigide. Non, cette fois, ils étaient contrôlés par leur propre programme informatique qui pouvait évoluer complètement librement. L'évolution ne se contentait plus d'ajuster des chiffres, elle écrivait elle-même le code. Et ces agents 2.0 avaient donc de nouvelles capacités. Ils pouvaient se reproduire par eux-mêmes, ils pouvaient distinguer les autres agents en fonction de leur couleur, une sorte de marqueur pour savoir qui est ami ou non. Et surtout, ils avaient une nouvelle action possible, partager leur énergie avec un autre agent. Et ça pose une question fondamentale en biologie de l'évolution. Donner ses propres ressources, ce qui, par définition, diminue ses propres chances de survie et de reproduction. Est-ce que ça peut vraiment, un jour, être une stratégie gagnante ? Eh bien, les résultats de l'expérience parlent d'eux-mêmes. Les chercheurs ont fait varier la stabilité de l'environnement, c'est-à-dire la fréquence à laquelle les sources de nourriture bougeaient. Le graphique montre une corrélation très claire. Dans les environnements les plus instables, le comportement de partage d'énergie était beaucoup plus fréquent. L'explication, finalement, est assez intuitive. Dans un monde imprévisible, où même le plus doué peut rentrer bredouille, le partage devient une forme d'assurance sociale. Je partage aujourd'hui, quand j'ai de la chance, et ça augmente la probabilité que quelqu'un partage avec moi demain, quand la chance aura tourné. Et cette image illustre le phénomène de façon magnifique.
Grâce aux outils de visualisation, les chercheurs ont pu tracer des lignes entre les agents qui s'échangeaient de l'énergie. Et ce qui a émergé, ce n'était plus juste une collection d'individus, c'était un réseau social complexe, de coopération, une toile invisible d'entraide. Alors au final, que nous apprennent ces deux expériences sur le mystère de l'essaim? Elles nous montrent que la coopération n'a pas besoin d'être planifiée d'en haut. Le point vraiment crucial, c'est celui-ci. Des stratégies de groupe incroyablement sophistiquées peuvent naître de la sélection naturelle agissant sur des simples individus. Le sacrifice de soi pour protéger une ressource commune et l'altruisme comme assurance contre l'incertitude, ce sont deux solutions que l'évolution a trouvées, toutes seules, dans ce monde virtuel. Le concept qui unifie tout ça, c'est l'émergence. C'est l'idée que l'ordre et la complexité au niveau du groupe peuvent apparaître spontanément, juste à partir des interactions locales et simples entre les individus. Pas besoin de plan, pas besoin de chef. La coordination stupéfiante d'un banc de poissons n'est donc pas orchestrée par un poisson roi. C'est le résultat d'innombrables individus qui suivent chacun quelques règles très simples, du type « garde tes distances » ou « aligne-toi sur tes voisins », et la magie, elle, opère au niveau du groupe. Cette analyse nous laisse avec une pensée finale. Ces expériences montrent que le sacrifice et l'altruisme ne sont pas forcément des anomalies ou des comportements supérieurs, mais qu'ils peuvent être des stratégies fondamentales, tout à fait logiques, que l'évolution elle-même découvre. Et ça soulève une question vertigineuse. Dans quelle mesure nos propres structures sociales, nos cultures, ne sont-elles pas elles aussi le produit de ces mêmes principes émergents ?